Un milliardaire a donné sa carte de crédit à un ancien détenu pendant 24 heures, ce qui l'a fait la laisser en larmes. La notification est apparue sur le téléphone de Marcus Whitfield à 23h47. Transaction, $847,52. Lieu, Quincaillerie Downtown Hardware Supply. Sa main se figea au moment où il attrapa son verre de scotch. La carte noire illimitée qu'il avait offerte 14 heures plus tôt était enfin utilisée, mais pas pour ce à quoi on s'attendait. Ni nourriture, ni vêtements, ni hôtel. Quelque chose d'incompréhensible pour quelqu'un qui avait passé 8 ans derrière les barreaux et qui avait été libéré 6 semaines auparavant. Marcus avait cessé de croire aux secondes chances à peu près au moment où son empire pharmaceutique franchissait le cap des 8 milliards de dollars. À 42 ans, il avait vu trop de gens prouver que le désespoir transformait les humains en prédateurs, que la pauvreté faisait des saints des menteurs, que la confiance était une monnaie que seuls les imbéciles investissaient sans compter. La voix de son père résonnait encore dans sa mémoire, ne donne jamais d'opportunité aux condamnés, fiston. La prison ne réhabilite pas. Elle enseigne seulement à mieux mentir. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres. Marcus quittait son immeuble de bureau du centre-ville, ses chaussures italiennes claquant sur le marbre, lorsqu'il faillit percuter quelqu'un assis contre le mur extérieur de l'immeuble. « Excusez-moi, monsieur. Je vais bouger », dit aussitôt l'homme en ramassant un vieux sac de sport. Marcus s'arrêta. L'homme paraissait avoir une trentaine d'années, avec des cheveux noirs grisonnants. Ses vêtements étaient propres mais usés. Ses mains portaient des cicatrices témoignant d'un dur labeur et d'épreuves difficiles. Mais son regard exprimait quelque chose que Marcus n'avait pas anticipé, de la lucidité. Pas le regard désespéré et calculateur de quelqu'un qui évalue sa proie. Juste de l'épuisement mêlé à une dignité obstinée. Depuis combien de temps êtes-vous sorti ? Demanda Marcus, reconnaissant cette immobilité particulière, fruit de longues années passées en institution. L'homme cligna des yeux, surpris. 6 semaines. Comment avez-vous ? La façon dont vous vous êtes excusé avant même que je n'ai dit un mot. La façon dont vous êtes assis, le dos protégé. La façon dont vous évitez mon regard. Marcus avait engagé suffisamment de détectives privés et de consultants en sécurité pour reconnaître ces signes. Pourquoi étiez-vous là ? L'homme hésita, puis soutint son regard avec une défiance silencieuse. Agression. 8 ans. Un type battait sa copine sur un parking. Je l'ai arrêté. Il s'avère que c'était le neveu du procureur, et moi, j'étais ouvrier du bâtiment, défendu par un avocat commis d'office, le dernier de ma promo. Marcus sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Vous êtes allé en prison pour avoir aidé quelqu'un. Le juge a parlé d'usage excessif de la force. Son avocat m'a traité de menace. Le jury m'a déclaré coupable. La voix de l'homme ne laissait transparaître aucune pitié, seulement des faits. Je m'appelle Devon-Hay. Et avant que vous ne posiez la question, oui, je cherche du travail. Non, personne n'embauche. Oui, j'ai un endroit où loger, un foyer de transition rue Jefferson. Non, je ne vous demande rien. Il retrouva cette dignité, tranchante comme du verre brisé et 2 fois plus cinglante. Marcus prit une décision qui aurait horrifié son conseil d'administration et justifié tous les avertissements que son père lui avait donnés. Il sortit son portefeuille et en tira la carte noire, celle sans limite, sans restriction, un accès total à une richesse capable d'acheter des petits pays. Tiens, dit Marcus en la tenant entre eux comme un pont entre 2 mondes diamétralement opposés. Devon fixa la carte comme si elle allait exploser. Je ne comprends pas. 24 heures. Achète ce que tu veux. Sans condition, sans question, sans limite. La voix de Marcus portait le poids de quelque chose qu'il ne parvenait pas encore à nommer. Je veux tester un enseignement de mon père. Lui prouver qu'il avait raison ou tort au sujet des gens comme toi. Des gens comme moi, répéta Devon d'un ton neutre. Tu veux dire des criminels. Je veux dire des gens qui ont purgé leur peine et qui méritent une chance de prouver qu'ils sont vraiment. Marcus pressa la carte dans la paume balafrée de Devon. Montre-moi ce qu'un ancien détenu fait avec de l'argent illimité pendant une journée. Vide mon compte, investis judicieusement ou brûle tout. Je te retrouverai ici demain, à la même heure. Les doigts de Devon se refermèrent lentement sur la carte, tremblant comme des failles sismiques. Pourquoi as-tu fait ça ? Parce que j'en ai marre des suppositions, dit Marcus d'une voix calme. Parce que je veux croire que la rédemption est possible. Parce que peut-être que mon père s'est trompé sur tout ce qui comptait vraiment. Tandis que Marcus s'éloignait, la voix de son père lui murmurait des avertissements. Il va disparaître. Il va dépenser tout son argent en drogue ou disparaître dans un autre état. Tu es un imbécile. Mais une autre voix, plus douce et plus pleine d'espoir, lui répondit à voix basse. Et s'il ne le fait pas ? Marcus ne ferma pas l'œil de la nuit.
Son pantouse lui paraissait étouffant malgré la climatisation et les baies vitrées. Il resta là, à contempler l'horizon scintillant de la ville, se demandant si, quelque part en bas, Devon et faisait des choix qui allaient anéantir ou confirmer tout ce que Marcus pensait savoir de la nature humaine. L'application bancaire sur son téléphone n'afficha rien jusqu'à 23h47. Puis, $847,52. Quincaillerie du centre-ville. Mais qu'est-ce qu'un ancien détenu pouvait bien vouloir avec $847 de quincaillerie à minuit? Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour découvrir ce qui se passe quand la confiance rencontre la vérité d'une manière inattendue. À 6h12, lorsque la deuxième notification est arrivée sur le téléphone de Marcus, il connaissait par cœur chaque fissure du plafond au-dessus de son lit. Transaction, $129,40, City Dîner. Troisième notification, quelques minutes plus tard, $63,27, Pharmacie Discount. Pas de bijouterie. Pas de marque de luxe. Pas de casino. Juste un restaurant et une pharmacie. Elle s'est habillée machinalement, a pris ses clés et a demandé à son chauffeur de faire un détour par le centre-ville. Il avait plus besoin de l'air frais du matin que des sièges en cuir chauffant. En passant devant des chantiers et des devantures de magasins barricadés, Marcus ne pouvait s'empêcher de se poser une question. Qu'est-ce qu'un homme sans le sou peut bien acheter dans une quincaillerie à minuit? Il ne se rendit pas directement au bureau. Il se dirigea plutôt vers l'adresse indiquée sur le ticket de caisse. L'endroit se trouvait à la lisière d'un quartier oublié. Trottoir défoncé, fresques délavées, une église dont l'enseigne était illisible. La quincaillerie Downtown Hardware Supply trônait au coin de la rue, toujours fermée, volets métalliques baissés. De l'autre côté de la rue, un petit bâtiment en briques aux fenêtres condamnées et à l'enseigne délabrée attira son attention. Ancien centre communautaire pour la jeunesse. Marcus vérifia à nouveau le ticket de caisse. La quincaillerie. Ce pâté de maison. Ce bâtiment. C'est pas possible. Marmonna-t-il. Son téléphone vibra de nouveau. Transaction, $42,11, centre d'impression et de photocopie. Une autre, une minute plus tard, $18,90, magasin de fourniture de bureau. Ce schéma l'intriguait. Cela ressemblait moins à une folie qu'à une planification. À 8h30, Marcus était de retour dans son bureau vitré au 40e étage, mais ses pensées étaient encore tournées vers les briques fissurées et les vitres condamnées. Son assistante, Lorraine, entra avec une tablette. Tu as raté la réunion avec les investisseurs européens, dit-elle. Ils ne sont pas ravis. Reporte-la. Demain. Elle hésita. Est-ce que ça concerne l'expérience dont tu as parlé hier? Il faillit rire. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. J'ai vérifié les alertes que tu as signalées sur ton compte, dit-elle prudemment. C'est intéressant, monsieur. Pas de dépenses de luxe. Pas de retrait d'espèces. Pas d'hôtel. On dirait presque qu'il essaie de ne pas en profiter. Marcus se recula, observant Lorraine. Tu crois qu'il a peur? Je pense qu'il est intelligent, répondit-elle. Les gens qui ont un casier judiciaire savent qu'un seul faux pas suffit à confirmer tous les stéréotypes. Peut-être qu'il essaie de ne pas ressembler à ce que ton père a toujours dit qu'il serait. L'évocation de son père fut comme un coup de poing. Mon père pensait que les gens comme Devon étaient des bombes à retardement. Et toi? Demanda Lorraine. Marcus jeta un coup d'œil à son téléphone sur le bureau. Une autre notification apparut. Transaction, $215, archives de l'État. Il se redressa. Les archives de l'État. Lorraine fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bien la question, dit Marcus lentement. Tandis que la journée se remplissait de réunions, son attention restait rivée sur chaque nouvelle alerte. Course dans un supermarché bon marché. Carte de bus. Téléphone prépayé. Pas de marque de luxe. Pas de sortie nocturne. Pas de chaos. Vers 16h, quelque chose changea. Transaction, $19,99, service de vérification des antécédents en ligne. Puis une autre transaction sur le même site. Puis une autre. Ce n'était plus seulement étrange. C'était inquiétant. Bon, Devon, murmura Marcus. Qu'est-ce que tu cherches? L'étau se resserra. Un ancien détenu disposant de fonds illimités qui achète du matériel informatique à minuit, paie des vérifications d'antécédents, des dossiers, des services d'impression. Ce n'était pas de la survie. C'était de la préparation. Pourquoi faire? En début de soirée, Lorraine retourna au bureau et referma la porte derrière elle. Tu es distrait, ce qui signifie soit qu'une fusion est en train de capoter, soit qu'il se passe quelque chose de personnel. Vu ta tête, je penche pour la deuxième option. Marcus soupira. As-tu déjà lu le dossier de Devon dans le rapport de l'équipe de sécurité? Les points saillants, dit-elle. Ouvrier du bâtiment. Casier judiciaire vierge avant l'agression.
Aucune arrestation antérieure. Pas d'appartenance à un gang. Pas de toxicomanie. Un parcours professionnel stable jusqu'à ce que tout s'effondre. Tout s'est effondré parce qu'il a essayé d'empêcher le neveu d'un procureur de faire hospitaliser une femme, dit Marcus. Bizarre que ce détail n'ait jamais été relayé par les médias. Lorraine l'observa. Tu penses qu'il pourrait s'en prendre à ce type? Au neveu? Cette pensée le taraudait comme une ombre qu'il préférait ignorer. S'il le fait, et qu'il utilise ma carte, j'aurais personnellement financé une campagne de vengeance. Ou bien, dit Lorraine, tu auras donné à un homme réduit au silence pendant 8 ans le premier véritable outil pour se défendre. Ces mots firent naître en lui une émotion vive. Vengeance ou justice? Ça dépend de ce qu'il fera ensuite, répondit-elle. Et de sa discrétion. Quand Marcus arriva à l'entrée de la tour ce soir-là, le soleil avait déjà disparu. Il n'entra pas. Il fit le tour du pâté de maison, passant devant l'endroit où Devon était assis la veille. Devon était là. Le même mur. Le même sac de sport. Une posture différente. Elle se leva en voyant Marcus. Ni sur la défensive, ni honteux, mais serein. Confiant comme jamais auparavant. Tu as noté tous tes achats? Demanda Devon, un soupçon d'amusement ironique dans la voix. Absolument toutes, répondit Marcus. J'ai des questions. Moi aussi, dit Devon. Mais je peux répondre à l'une des tiennes. Je n'ai pas fui. Je n'ai rien acheté que je ne puisse te regarder droit dans les yeux. Marcus croisa les bras. Quincaillerie. Bureau d'archives. Vérification d'antécédents. Ce n'est pas de la survie. C'est de la stratégie. Stratégie pour quoi faire? Devon serra les dents, pesant ses mots. Une douleur vive et ancienne traversa son regard. Tu as dit que tu voulais savoir ce qu'un homme comme moi fait quand il a enfin le pouvoir, ne serait-ce qu'une journée. C'est exact. Alors retrouve-moi demain, dit Devon d'une voix calme, à l'ancien centre communautaire, à l'angle de la 12e et de Maple. 10 heures du matin. Apporte ton téléphone. Tu voudras filmer. Marcus plissa les yeux. Si tu prévois quelque chose d'illégal. Si je voulais faire quelque chose d'illégal, rétorqua Devon, je n'avais pas besoin de ta carte. Je connaissais déjà ses combines. Je prévois autre chose. Quelque chose que ton père qualifierait de stupide. Et comment l'appellerais-tu? Demanda Marcus. Devon le fixa droit dans les yeux. La justice. Celle que personne ne m'a accordée quand je l'implorais. Voilà, la première véritable émotion dans la voix de Devon. Une rage si profondément enfouie qu'elle s'était muée en quelque chose de plus aigu, de plus froid, de plus concentré. Si vous sentez la tension monter et que vous voulez découvrir ce que Devon prépare vraiment avec cette carte et cette douleur, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Le lendemain matin, Marcus a failli annuler 3 fois avant même que la voiture n'atteigne l'intersection de la 12e et de Maple. Tous les analystes de risque dans sa tête hurlaient que c'était une idée catastrophique. Rencontrer un ancien détenu, dans un bâtiment abandonné, dans un quartier délabré, juste parce qu'il avait dit « Apportez votre téléphone, vous voudrez filmer ?» On aurait dit le début d'un titre dont son équipe de relations publiques ne se remettrait jamais. Le chauffeur s'arrêta un pâté de maison plus loin à la demande de Marcus. Il voulait faire le dernier tronçon à pied, sentir les fissures du trottoir sous ses chaussures plutôt que de glisser dessus à travers les vitres teintées. Des près, le vieux centre communautaire paraissait encore pire. Des planches aux fenêtres. Des graffitis sur les briques. Un panier de basket rouillé sans filet. C'était là que quelqu'un avait cru, un jour, que les enfants méritaient mieux, avant de cesser d'y croire. Devon était déjà là, debout près de la porte d'entrée cadenassée, une pile de dossiers sous un bras et un tube à affiches enroulé sous l'autre. Pas de sac de sport aujourd'hui. Pas d'épaules affaissées. Il ressemblait à un homme sur le point de faire une présentation, pas à un homme qui avait passé près de 10 ans en cellule. Tu es venu, dit Devon. Tu m'as donné un rendez-vous et une adresse, répondit Marcus. Mon agenda ne me le pardonnerait jamais si je ne venais pas. Devon laissa échapper un petit rire. Bien. Tu vas avoir besoin de ton sens de l'humour. Il s'agenouilla près de la porte, sortit un trousseau de clés de sa poche et ouvrit le lourd cadenas. Tu as forcé l'entrée? Demanda Marcus d'un ton sec. Devon brandit les clés. Un double. Le directeur me les a données le jour de ma condamnation. Il m'a dit, quand tu sortiras, si cet endroit est encore debout, tu reviendras m'aider à le remettre en état. Il est mort 3 ans après le début de ma peine. Crise cardiaque. Personne n'est revenu. Jusqu'à maintenant. À l'intérieur, le bâtiment sentait la poussière et les rêves oubliés. La lumière du soleil filtrait à travers les interstices du contreplaqué, traçant de pâles lignes sur le sol. Devon posa les dossiers sur une table en plastique fissuré et déroula le tube.
Avant de partir, j'étais bénévole ici, dit Devon. Après le travail, les week-ends. Les enfants du quartier. Du basket, de l'aide aux devoirs, un endroit sûr où aller, autre qu'un coin de rue ou une voiture. Marcus écoutait, observant Devon étaler ce qu'il avait imprimé. Des plans, des estimations de coûts, des listes de fournitures, des plannings. Tu as dépensé mon argent pour ça? Demanda Marcus lentement. J'ai dépensé ton argent pour une seconde chance, répondit Devon. Pas seulement pour moi. Il désigna la première feuille. La quincaillerie, de la peinture, du contreplaqué, des vis, des vitres de rechange, des outils. De quoi commencer les réparations. Le restaurant, le petit déjeuner pour les gars du foyer d'hébergement d'hier soir, ceux à qui on refuse toujours un travail, une chambre, une chance. La pharmacie, des médicaments et une trousse de premier secours. Le service d'état civil, j'ai récupéré les dossiers de construction, les permis, l'historique des propriétaires. Et les vérifications d'antécédents? Demanda Marcus. Et la mâchoire de Devon se crispa. Sur ceux qui m'ont mis dans cette situation. Le neveu du procureur. Les policiers qui ont égaré les images des caméras corporelles. Le propriétaire qui a soudoyé un inspecteur municipal pour qu'il ferme les yeux quand cet endroit a échoué aux inspections de sécurité. Je devais savoir où ils étaient maintenant. Qui était encore au pouvoir. Qui continuait d'encaisser des chèques en prétendant que des endroits comme celui-ci n'étaient pas de leur responsabilité. Marcus ressentit à nouveau ce mélange d'admiration et de malaise. Tu comptes t'en prendre à eux? Je compte les confronter, répondit Devon. Avec des documents, pas avec des points, cette fois. Avec des preuves. Sous surveillance, pour qu'ils ne puissent plus déformer la vérité. Il fit glisser un autre papier sur la table. C'était un accusé de réception de mail imprimé. Marcus lut l'objet. Proposition DE rénovation du centre communautaire. Demande DE réunion. Tu as envoyé un email au conseil municipal? Demanda Marcus. Au conseil municipal, aux médias locaux, à 3 organisateurs communautaires et au bureau du même procureur qui m'a traité de menace, répondit Devon. Je leur ai envoyé des copies des dossiers que vous avez payés. Chaque infraction aux règles de sécurité ignorée. Chaque coupe budgétaire qui a touché ce quartier et pas ceux avec des pelouses impeccables. Et vous croyez qu'ils viendront? Demanda Marcus. Le regard de Devon se durcit. Quand un milliardaire est filmé à côté d'un ancien détenu dans un centre pour jeunes condamnés, en train de demander pourquoi diable rien n'a été fait. Ouais. Ils viendront. Un poids s'abattit entre points. Vous vous servez de moi, dit Marcus, surpris de constater qu'il n'était pas en colère, mais simplement impressionné. C'est moi qui vous implique, corrigea Devon. Vous vouliez voir ce qu'un homme sent le sous-fait quand on lui donne tout pour une journée. Je n'ai pas besoin de votre pitié. J'ai besoin de votre influence. Vous entrez dans des endroits où je ne peux même pas m'approcher. Alors je vous entraîne dans un endroit que personne ne voulait regarder. L'une des affiches qu'il avait imprimées était une maquette, des images avant et après du bâtiment, restaurées numériquement. En dessous, en lettres capitales, SI c'était dans le quartier haut. Est-ce que CCDIA aurait accent aigu abandonné? Deuxième étape, pensa Marcus, sentant le déclic. Le matériel, les dossiers, les empreintes, la demande de réunion. Ce n'était pas le chaos. C'était un piège soigneusement construit, fait de vérité. Et s'il t'ignore? Demanda Marcus à voix basse. Devon haussa une épaule. Alors on fait ce que j'ai promis aux gars du centre de réinsertion hier soir. On commence quand même. On rafistole ce qu'on peut. On répare ce qu'on peut atteindre. On filme tout. On met ça en ligne. On montre au monde à quoi ressemble une seconde chance quand on arrête de se contenter d'en parler. Marcus fixa la peinture écaillée, les lignes déformées du terrain de basket, la fresque délavée d'enfants se tenant la main sous un arc-en-ciel de travers. Tu as offert le petit déjeuner à des hommes qui n'ont rien. Tu as acheté des médicaments à des gens que personne ne voit. Tu as récupéré des dossiers qui pourraient embarrasser des gens puissants. Tu as planifié tout ça du jour au lendemain? J'ai eu 8 ans pour y réfléchir, répondit Devon. Tu as déjà pensé à l'effet que ça a sur un esprit qui refuse de se laisser corrompre. Voilà, le choc émotionnel de ce chapitre, brutal et silencieux. 8 années de planification minutieuse condensées en 24 heures d'action légale et ciblée. Marcus prit une lente inspiration. Tu m'as dit que je voudrais mon téléphone pour filmer. Pourquoi? Devon regarda l'heure. Parce qu'ils ont répondu par mail à 3 heures du matin. Le bureau du procureur. Ils envoient quelqu'un pour écouter les préoccupations de la communauté. Mon avis?
Ils s'attendent à un discours décousu, peut-être une pancarte. Ils ne s'attendent pas à voir un milliardaire avec une caméra et un homme qu'ils ont enterré dans les rouages du système, tous deux dans le même champ. Une portière de voiture claqua dehors. Des voix. Des pas sur le perron-point devant regard à Marcus, un mélange de défi et de confiance. C'est le moment de décider si hier n'était qu'une expérience pour ta conscience ou si tu seras vraiment à mes côtés quand ce sera important. Si le fait de voir un ancien détenu transformer un service risqué en un plan calculé pour obtenir justice vous surprend, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qu'il s'apprête à faire lorsque le pouvoir aura enfin des témoins. Les pas à l'extérieur résonnèrent dans le couloir vide comme un compte à rebours. Marcus sentit son pouce accélérer. Cette fois, l'enjeu n'était pas des rapports trimestriels, mais des vies que la ville avait oubliées. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant et une femme d'une quarantaine d'années entra, accompagnée d'un assistant avec une tablette, vêtue de ce blazer typique du gouvernement, censé paraître important mais remplaçable point. « Monsieur est » appela-t-elle point. « Juste ici » répondit Devon. « Et voici Marcus Whitfield. » Ses yeux se fixèrent sur Marcus. « De Whitfield Pharmaceuticals. On ne nous avait pas dit que vous seriez là. » « C'est étrange, » dit Marcus. « Parce qu'on ne m'avait pas dit que vous laisseriez un centre communautaire se délabrer pendant 10 ans tout en faisant semblant de vous soucier de la sécurité publique. » L'assistante se tortilla, mal à l'aise. Pour être clair, ce bâtiment a été désaffecté pour des raisons structurelles. La ville n'a pas le budget. Bizarre. L'interrompit Devon en faisant glisser une feuille imprimée sur la table poussiéreuse. Parce que les documents que nous avons consultés prouvent que le budget existait. Il est juste passé ailleurs. Des lignes budgétaires. Des signatures. Des dates. De l'argent alloué à des améliorations des installations qui n'ont jamais eu lieu point. Où est passé l'argent? Demanda Marcus, son téléphone déjà en marche. Parce que, de notre point de vue, les seules améliorations qu'on a eues, c'est plus de contreplaqué et un vandalisme encore plus poussé. Il y a des choses plus complexes que vous ne comprenez peut-être pas, répondit-elle. Des réalités politiques. Des priorités. C'est vrai, dit Devon. Tout comme il y avait des complexités quand j'ai arraché le neveu de votre collègue à une femme qu'il était en train d'étrangler derrière un bar. Elle se figea un instant. Pardon. Devon sortit un autre papier. Le rapport de police. Celui dont les dépositions des témoins ont mystérieusement disparu. Celui qui ne mentionne jamais les côtes cassées de la victime. Celui où je suis passé de bon samaritain à agresseur violent en 3 paragraphes. L'assistante pâlit. Son regard changea légèrement, mais suffisamment point. Mon service n'était pas impliqué dans cette affaire, murmura-t-elle point. Mais votre service a maintenu la condamnation, rétorqua Devon. Appel rejeté. Demande de révision ignorée. Vous avez conservé la version des faits telle qu'il l'avait écrite. Neveu riche, ouvrier du bâtiment pauvre, méchant facile. Marcus rapprocha la caméra, cadrant son visage, les documents, les murs décrépits point. J'ai donné ma carte de crédit à cet homme pendant 24 heures, dit Marcus. Aucune limite. Aucune restriction. Il n'a pas fui. Il n'a pas acheté de voiture ni disparu. Il a acheté des fournitures pour ce bâtiment. Le petit déjeuner pour les hommes que vos assurances ont laissés dans des centres d'hébergement. Des médicaments pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ce que vend ma société. Et des documents publics qui montrent exactement combien de fois ce quartier a été sacrifié. Devon fit un pas en avant, d'un pas assuré. Vous m'avez traité de danger sur le papier. Êtes-vous déjà venu ici et avez-vous constaté ce qui méritait réellement d'être mis sous clé? Un silence pesant s'installa point. Voilà ce qui va se passer, poursuivit Marcus. Vous allez regarder cette caméra et expliquer pourquoi ce bâtiment est tombé en ruine sous votre responsabilité. Ensuite, vous allez vous engager, officiellement, à le réparer. Sinon, cette vidéo sera diffusée partout, avec tous les documents qu'il a dérobés et chaque dollar manquant. Vous faites du chantage à un fonctionnaire. S'exclama l'assistant point. Je vous donne la possibilité de faire votre travail avec des témoins, répondit Marcus. Il y a une différence. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle pesait le pour et le contre de sa carrière, de son avenir et de sa réputation. Lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose avait cédé point. Combien? Demanda-t-elle point. Combien quoi? Rétorqua Devon point. Combien faudrait-il pour remettre cet endroit en état de marche? Des chiffres concrets. Matériaux, inspection, personnel. Je ne promets pas de miracle. Mais si je dois y laisser ma peau, ce ne sera pas pour protéger celui qui vous a fait emprisonner. Personne n'attendait cette réponse. Le premier rebondissement était clair.
La cible n'était plus seulement Devon, mais le système lui-même, qui tentait de se sauver en coopérant. Vous êtes sérieuse? Demanda Devon. Oui, répondit-elle. Parce que si cette vidéo est diffusée et que je n'ai rien fait, je mérite ce qui m'arrivera. Si elle est diffusée et que je suis là à dire « Nous avons eu tort et nous y remédions », c'est différent. Elles visitèrent le bâtiment. Devon montra chaque fuite, chaque fenêtre cassée, chaque danger. Elle prenait des notes, passait des coups de fil rapides, tandis que son assistante tapait frénétiquement. C'est enregistré, dit Marcus en décrochant son téléphone. Elle se redressa et regarda l'objectif. Mon bureau va ouvrir une enquête interne sur le cas de Monsieur Hay et sur la gestion des fonds de cet établissement. Nous allons allouer des ressources d'urgence pour commencer les travaux de restauration et collaborer avec les membres de la communauté. Elle regarda Devon et les partenaires privés. Elle regarda Marcus pour ouvrir ce centre d'ici 6 mois. Le visage de Devon se fissura enfin, non pas de colère, mais d'une lueur bien plus dangereuse pour le récit habituel. L'espoir. En sortant, appuyé contre l'encadrement de la porte, Devon regarda la rue. Tu te rends compte qu'elle pourrait mentir? Dit Marcus doucement. Oh, je compte sur elle pour essayer, répondit Devon. C'est pour ça que tu as enregistré. C'est pour ça que tu as des contacts. Cette fois, s'ils m'enterrent, ils s'enterreront avec moi. Son téléphone vibra. Une autre transaction, 27,50 $, magasin d'articles de sport pour enfants. Tu dépenses encore? Demanda Marcus. J'ai promis au gars du centre de réinsertion que je reviendrai avec un ballon de basket, répondit Devon. Si cet endroit doit renaître, c'est à eux de tenter le premier tir, pas à moi. Si ce tournant, avec un ancien détenu qui affronte le système de front, preuve à l'appui plutôt que par une rage aveugle, vous touche, abonnez-vous pour voir comment cette décision change son avenir, celui de Marcus, et la vie de tant de personnes que personne ne voulait revoir. 6 mois plus tard, le bâtiment situé à l'angle de la 12e et de Maple n'avait plus l'air abandonné. Les planches avaient disparu, les fenêtres étaient neuves et la fresque arc-en-ciel arborait des couleurs fraîches qui s'harmonisaient enfin avec les rires des enfants sur le terrain de basket extérieur. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait désormais « Centre de jeunesse second shot ». Marcus observait la scène depuis le trottoir, les manches retroussées, sa cravate n'étant plus de son uniforme. À l'intérieur, un groupe d'enfants jouait au basket, les baskets grinçant, les voix hautes de mai praquaient dias au TV silencieux aux sirènes narua. Au milieu du tribunal, le sifflet autour du cou, se trouvait Devon, non plus détenu, plus dossier, juste coach. Titre viral était venu et reparti des mois plus tôt. Les gens sont partis. Internet fonctionne rapidement. Mais alors que la vidéo naissait, elle continuait crescendo tous les jours. Et la ville avait donné suite, non pas par bondade et spontanea, mais parce qu'elle avait été exposée, pressionado, constrangido. L'examen interne a ouvert une enquête sur les fonds manquants. Le neveu du procureur a discrètement quitté son travail confortable. Et le cas de Devon a été réexaminé. Lorsque la décision est finalement arrivée, Marcus a levé l'enveloppe au centre. Devon est la fin du dessin dans la dernière scène de la salle de lecture, teinté sans bras, criant sa corando pélo cordor. Tu vas me virer. Plaisanta Devon, voyant un air étrange sur le visage de Marcus. Pas aujourd'hui, dit Marcus en lui tendant l'enveloppe. Vous voudrez peut-être lire ceci assis. Devon ouvre et laisse tomber. Condamnation annulée. Dossier scellé. Reconnaissance officielle de mauvaise conduite. Comme palavra pareciam pesada de me pra atravessar Wato anno de cela. À la maison du tremblement, après le cortou. Il a été enregistré sur le mur et a été peint et accompagné du Chao, du morceau et du Coran à mon même tempo. Je pensais que si ce jour arrivait, je voudrais me venger, dit-il d'une voix faible. Mais tout ce à quoi je pense, c'est ces jeunes n'auront jamais à se demander si un criminel dirige leur salle de sport. Ils verront juste un entraîneur. C'est bien le but, répondit Marcus. Ils ne grandiront pas en pensant que ex-détenu est une identité. Juste un chapitre. Et personne ne peut plus écrire la fin pour vous. Le jour de l'ouverture, il y avait des caméras, des micros, des politiciens qui tentaient de paraître moins coupables. Le même procureur se tenait à la tribune et déclara « Nous avons failli à notre devoir envers ce quartier. Nous avons failli à notre devoir envers Monsieur Hay. Nous corrigeons cela, non pas par faveur, mais par devoir. Une politique pure, oui. Mais, pour la première fois, cette politique avait un gymnase, un terrain de basket et une salle de lecture à l'épreuve. Plus tard, un adolescent s'approcha de Devon, un ballon usé sous le bras. « Coach, on a dit que vous étiez en prison. C'est vous qui avez fait ça ?» Devon réfléchit un instant. « J'ai fait ce qu'il fallait, mais de la mauvaise façon.
Et certains s'en sont servis pour faire croire au monde entier que je n'étais que le mal. Maintenant, je vais vous montrer le reste. Le jeune haussa les épaules. Tant que tu joues sur tout le terrain le samedi, ça m'est égal. De l'autre côté de la rue, Marcus sourit. L'homme qui collectionnait les ballons et les brevets collectionnait maintenant autre chose. Nom, visage, histoire que la graine de son âme avait tiré de la Berado Abismo. Elle a créé l'initiative Seconde Chance de Whitfield. Logement, formation professionnelle, soutien juridique et thérapie pour les ex-détenus. Les investisseurs ont demandé « Pourquoi ?» Et Marcus a répondu simplement « Nous avons passé des décennies à payer pour punir les gens après leur chute. Je veux voir ce qui se passe lorsque nous payons pour les aider à se relever avant qu'ils ne redescendent. » Un soir, après cela, Marcus passa au centre. Les enfants étudient, d'autres font du jogging, une nouvelle peinture murale sur le mur, plusieurs choses garantissent un chave. Devon est dans la porte, observant tout ce qui est le mieux pour qu'il soit également à l'extérieur de sa propre fenêtre. Tu sais ce qui est fou? Marcus a dit. Le jour où je t'ai donné cette carte, j'ai cru que je te testais. Pour vérifier si mon père avait raison. Il avait raison sur une chose, a répondu Devon. Le désespoir rend les gens dangereux. Dangereux, comment? Marcus Perguintou. Dangereux pour les gens qui profitent du fait que tout reste cassé, a déclaré Devon. Tu m'as tendu une carte. Tu ne pensais pas que je m'en servirais pour faire dérailler tout un système. Marcus rit doucement. Je t'ai donné 24 heures. Tu m'as donné le reste de ma vie, avec un tout autre sens. C'est toi qui as fait ça, corrigea Devon. Je t'ai juste tendu le miroir. C'est toi qui as décidé de le briser ou enfin de te regarder dedans. Un ballon rebondit près d'eux. Coach, il nous manque un joueur. Tu viens? Lança un garçon. Devon regarda Marcus. Tu as toujours peur de te salir les pieds. Terrifié, répondit Marcus. Montre-moi le chemin. Il entra sur le terrain, retira sa montre hors de prix et la laissa sur le banc. Là-dedans, personne ne se souciait de la fortune, seul le jeu de jambes comptait. À la fin du match, en sueur et à bout de souffle, il réalisa qu'il avait passé des décennies à tout acheter, sauf le sentiment que sa présence changeait réellement la trajectoire de la vie de quelqu'un. En sortant, Devon l'appela. « Hé, Marcus, tu te souviens de ce que ton père disait? Que des gens comme moi te prendraient tout. » Marcus hocha la tête. « Il avait à moitié raison, » dit Devon. « Je t'ai bien pris quelque chose. » Quoi donc? La version de toi qui croyait que l'argent était fait pour te protéger, pas pour construire quoi que ce soit. Ce type-là? Disparu. De rien. Marcus esquissa un vrai sourire. Le meilleur vol que quelqu'un ait jamais commis contre moi. Il avait essayé de prouver qu'un ex-dollar le détruirait, mais au final, ce qui avait été détruit, ce furent les peurs et les préjugés qui gardaient son portefeuille plein et le monde vide. Et Marcus comprit que la véritable vengeance contre un système qui fait ses profits sur la peur, ce n'est pas plus de punition, mais la construction d'avenir si solide que la peur cesse d'être un bon business. Si cette histoire t'a touché plus que tu ne l'aurais cru, abonne-toi, partage-la avec quelqu'un qui pense encore que les gens ne changent jamais, et dis-nous en commentaire. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 24 heures avec une carte illimitée, et la chance de réécrire ton histoire et celle de beaucoup d'autres en même temps?